On a parlé au téléphone avant que tu viennes et je reviens dans ton expérience au Brésil. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus? Oui, c'était chouette. Donc déjà là, ils ont été tous agités sur le siège. Oui, en fait, on terrain. En fait, l'objet de la mission, elle avait deux objectifs. Le premier objectif, c'était travailler avec la fédération brésilienne pour faire du partage sur la formation des entraîneurs professionnels. Donc on avait été avec Guy Lacombe pendant une semaine à organiser un séminaire pour les entraîneurs pros. On était sur le centre technique brésilien, au-dessus de Rio. À Minas Gerais. Ouais. Et après, on est parti visiter des clubs. Donc on a visité plein de clubs au Brésil et après on est allé à Belo Horizonte, on est allé à Atlético et puis Cruzeiro. Ah, j'ai une anecdote à Cruzeiro. Vous aimez bien les anecdotes. Vas-y. Ouais. Ah, on aime bien ici. En fait, on arrive à Cruzeiro et c'est l'ancien club de Ronaldo. Et Maicon aussi, je crois. Maicon aussi, ouais. Maicon, oui. C'est le latéral gauche. J'ai connu latéral droit. Droit. Maicon, Douglas. Et donc, il y avait des dindons sur tous les... Tostão, pour les plus anciens. Non, mais pour l'anecdote, un truc qui m'avait frappé, on arrive dans le centre d'entraînement, je vois des dindons de partout sur les terrains. Des dindons? Ouais, des dindons, ouais. Ah. Et je pose la question au directeur sportif, je dis, mais pourquoi vous avez mis des dindons sur le terrain? Il me dit, c'est pour bouffer les scorpions. Ah oui. Ah ouais, je dis, tu réfléchis quand tu tacles alors quand même. Parce que, des scorpions? Ouais, il dit ça parce que ça attaque. Ils avaient observé qu'il y avait quelques scorpions qui se baladaient un peu à droite et à gauche, et du coup, ils avaient mis des dindons pour bouffer les scorpions. Donc ça m'avait un peu interpellé, tu vois. Parce que tu dis là, quand même, tu vas t'entraîner. Donc attention, c'est pour ça les défenseurs brésiliens ils taclent pas trop. Non, c'est pour ça. Je pense qu'ils ont développé la technique. Voilà, et aujourd'hui, on a Thiago Silva. Là. C'est une anecdote, mais je pense que c'est pour dire que ça a été. Par contre, une autre anecdote que j'ai trouvé, beaucoup d'animaux dans les espaces d'entraînement. À l'Atlético, t'as chiens partout, j'imagine. Alors des chiens, oui, mais beaucoup quand tu rentres à l'Atlético, d'ailleurs c'est assez sympa, il y a des arbres avec beaucoup de singes. Des petits singes à l'intérieur. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah ouais. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup frappé dans les clubs brésiliens, et j'ai trouvé ça fantastique en soi, pendant le club de l'Atlético, par exemple, le club de football brésilien joue un rôle social très fort dans la société civile, très très forte. Et en fait, tu te rends compte que tu vas avoir des staffs de 15 ans avec 8 membres de staff, 8 ou 9 membres de staff. Tu te dis, ouais, mais comment... En fait, et oui, ils aident. Il y a beaucoup de bénévolat. Non, ils aident, ils donnent un peu d'argent, ils nourrissent, ils accompagnent. Si tu veux, par exemple, quand tu vas dans les clubs au Brésil, moi je suis revenu avec quelques photos qui m'ont interpellé aussi. Tu as des dentistes, tu as des cabinets dentaires dans les clubs, tu as des coiffeurs. Dans les clubs, tu as des coiffeurs, des cabinets dentaires. Parce qu'en fait, si tu veux, le club, il joue un rôle social très fort. Et par exemple, l'Atlético a un gros système aussi autour pour les socios, je sais pas les socios là-bas, c'est pour les supporters, où ils viennent prendre un abonnement, et dans l'abonnement, ils peuvent bénéficier d'autres activités comme des espaces piscines, bien-être. Les clubs, ils ont un réel impact social. Très fort, très fort. Il y a toute une communauté qui vit autour du club et qui vit grâce au club. Et j'ai trouvé ça à l'origine des clubs. C'est pour ça que sûrement les gens ils s'identifient après encore plus au club. Ils sont marqués à vie. Je veux dire, moi j'ai vu des gens, mais ils vivent. Bon, en France aussi, on a des gens qui sont très identitaires. Oui, mais bon, moi j'ai eu la chance, j'ai joué au Racing Club de Lens. Ces clubs-là, Saint-Étienne. Ouais. Après, il y a un contexte aussi, je dirais pas culturel, mais c'est des villes où c'est pauvre. Donc ça crée peut-être un impact. C'est un impact sur ça. Bien sûr, il y a un impact social, bien sûr. Au Brésil, c'était vraiment là, à la construction du début des clubs qu'il avait ce côté social. Par exemple, au Flamengo, il On a été s'appelle à Flamengo. Clube de Regatas do Flamengo. Regatas, c'est le... Donc il faisait ça, je ne sais pas comment c'est. La canoë, là. La canoë. Donc à la base, c'était un club comme ça. Flamengo, c'est Zico. Ronaldinho aussi, dernièrement. Oui, non, mais Ronaldinho, c'est le Grêmio au sud. Ronaldinho, il n'a pas joué à Flamengo. Il a joué, mais en fin de carrière. Moi, je parle en fin de carrière. Ronaldinho, il a Atlético aussi. Il a été champion avec Atlético. Oui, Libertadores. Oui, il rentre au Brésil et il joue Flamengo et Atlético. Et après, il arrête. Non, c'était vraiment... Enfin, moi, j'ai adoré le pays, il est magnifique.
y a des couleurs, il y a des odeurs, il y a de la vie, voilà. Après, bon, il y a la sécurité, malgré tout, malheureusement, c'est une réalité. Enfin, tu peux pas ne pas en parler, c'est quand même une réalité, malheureusement. Mais il y a une vraie générosité. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Et Brésil. moi, j'avais une question. Comment ça se passe au niveau de la formation? Est-ce que c'est le même système qu'en France? C'est-à-dire que les jeunes, ils sont dans un centre de formation, avec le cursus qu'on connaît. Ils arrivent à 15 ans. Je dis une bêtise, ils signent aspirant, 3 ans. Après, 2 ans stagiaires. Ils sont est-ce qu'il y a des centres de formation avec sûr. Un internat? Ils s'entraînent tous les jours. Oui, ils ont c'est le même système que nous, on va dire. Mais les grands clubs qu'on a parlé, là, ils ont tous des centres de formation très bien structurés. Les grands clubs. Mais est-ce que c'est une idée... Est-ce que c'est général? C'est génalisé? Par exemple, en France, c'est globalement généralisé. Oui, après, par contre, les petits clubs, les clubs qui n'ont pas des structures professionnelles sont quand même des clubs qui accueillent beaucoup, qui font aussi du social. Parce que nous, on est allé aussi avec Guy, on est allé dans d'autres clubs qui faisaient des activités sociales locales, en fait, et qui permettent au plus grand nombre de jouer. En fait, la force du Brésil, c'est de permettre dès le plus jeune âge, de faire du foot. Tu joues dans la rue, tu joues dans les clubs. Le futsal est l'activité de départ de la formation du joueur. J'avais une question par rapport à ça. C'est le futsal. Est-ce que tu penses, et là je parle à le membre de la FFF, ex-membre de la FFF, excuse-moi, qu'on n'aurait pas pu inclure ça en France? Parce que moi je trouve que c'est une superbe idée qui sont eu au Brésil, on se développe. D'instaurer ça, c'est même pas de proposer, je dirais vraiment d'instaurer ça, le futsal, parce que moi j'estime, après c'est mon opinion, qu'il n'y a pas mieux pour apprendre ton rapport avec le ballon que le futsal. Juste en parenthèse, parce que je vais te répondre en parenthèse, parce que je vais un peu expliquer le futsal au Brésil. Le futsal, c'était presque une réponse au développement immobilière. Les terrains, ils ont commencé à disparaître. Et donc, ça se joue dans la rue, ça se joue dans les écoles, par exemple. Mais c'était aussi à cause de ça, le manque d'espace. Okay? C'est beaucoup plus facile de gérer un terrain de futsal qu'un terrain de foot 11. Et dans toutes les écoles, moi, je vois avec mes enfants, juste... moi, j'ai arrivé à l'école avec le ballon. Et les 15 minutes avant qu'il commence le cours, on a été dans le gymnase avec le terrain de futsal à jouer. Et dans la récréation, tout le monde qui descendait en courant les escaliers pour arriver avant toutes les autres classes, sous les 15 minutes de récréation pour jouer au futsal. Pendant l'été, j'ai rentré en classe trompé, quoi. Ici, les gamins ils n'ont pas le droit de jouer au ballon, je sais pas quoi. C'est des petites choses. La même chose. Toutes des petites choses qui font la particularité du pays et dans le foot. Une autre chose, ça existe encore aujourd'hui, c'est rare les écoles au Brésil qui ont le tour intégral. Moi, j'ai étudié l'après-midi. Le matin, j'étais à la maison. Ok. Nous, c'est toute la journée. Et donc, tu as plus de temps pour jouer au ballon. Oui. Mais après, tu as moins de temps à l'école aussi. Oui. Ça crée aussi un peu... Moi, j'ai dit toujours que si le Brésil, demain, il devient le système d'éducation français, tu perds la moitié des joueurs. Parce qu'ils vont rester jusqu'à 17h à l'école. Et donc, les 2 heures d'entraînement-là, peut-être ça ne va pas être suffisant pour être cette fabrique des cracks qui est encore aujourd'hui le Brésil. C'est pas plus mal pour eux. Parce que, bon, c'est bien de jouer au foot. Mais c'est juste pour comprendre un peu que, voilà, et souvent... Comme tu as dit, le gamin qui va vendre du journal, il dit quoi pour gagner sa vie, et voilà, il quitte l'école, tout ça. Je trouve ce système-là peut réduire une criminalité. On sait très bien, tu sais très bien, Franck, un expert de ça, plus de temps on passe avec le ballon, plus bon on va devenir. Alors, c'est à la fois vrai. Les Brésiliens ont beaucoup de temps pour jouer au ballon. Oui, c'est à la fois vrai, c'est l'esprit que tu... Si tu joues... parce que tu aimes l'activité, que tu te développes, que tu as envie. Voilà. Quand tu commences, puisque nous, on a aussi de plus en plus, maintenant, tu fais rentrer les enfants très jeunes dans les systèmes de haut niveau. Donc, ils ont des volumes d'entraînement qui sont très élevés. Il faut qu'ils maintiennent la motivation.
Parce qu'en fait, il y a une concurrence qui est très, très, très importante. Et aujourd'hui, autour du jeune et des familles, il y a tout un environnement qui s'est greffé sur les talents qui arrivent, qui crée de la confusion dans la tête des jeunes. C'est-à-dire qu'à un moment, à 13 ans, tu vas dire à un gamin, mais toi, t'inquiète pas, si t'es sûr, fais-moi confiance, je vais te faire toi un professionnel. Donc tu crées de la confusion. Donc après, aujourd'hui, c'est très complexe pour les formateurs de gérer la carrière ou d'aider un joueur à moi, mon époque, quand j'étais en équipe de France de jeunes en 15 ans, je veux dire, j'avais pas d'agent, j'avais pas de recruteur, je veux dire, j'étais dans un club. Non, moi, à 15 ans, j'avais pas d'agent. Non, parce que comme tu as bien mentionné, équipe de France. J'ai 53 ans quand même, hein, tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais. Mais c'était. Aujourd'hui, à cet âge-là. Non, c'est pour ça, en fait, que tu n'aies pas d'agent, je dirais, parce que tu es. Mais pour moi, que tu n'es pas en équipe de France, mais à partir du moment où tu rentres en équipe de France, tu es quand même dans une certaine élite. Non, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Oui, après je l'entends. C'était pas comme ça, si tu veux. Pourquoi déjà, il y avait deux phénomènes. Il n'y avait pas les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui. Qui accentuent les choses. Il n'y avait pas l'accélération de l'information. Et puis, c'est pas que l'information qui s'est accélérée. Tout s'est accéléré. Il faut faire tout plus vite. Il faut gagner de l'argent vite. Il faut jouer très vite, au très haut niveau. Il faut tout faire très très vite. Donc comme tu fais tout très vite, tout peut s'arrêter très vite aussi. Ça va dans un sens comme dans un autre. Donc faut être capable de pouvoir avoir une gestion de carrière en prenant des bonnes décisions sur où est-ce que tu vas te former, comment tu vas te construire. Tout à l'heure, Thomas, tu as parlé des personnes qui t'ont construit. On a parlé de Thomas, justement. Thomas Fernandez. Qu'on salue. Que je salue. Et qui t'ont aidé à te construire. Je veux dire, il faut aussi avoir des temps de construction. On oublie ça. On a des joueurs qui ont des talents, mais on oublie qu'il faut qu'ils se construisent, il faut qu'ils se bâtissent. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en plus, comme homme ou comme femme, parce qu'aujourd'hui, le football féminin est en grand développement. Donc, il faut des temps de construction. Et on veut aller très vite. Toujours de plus en plus vite. Si c'est vite en France, qu'est-ce que tu as vu au Brésil? Mais c'est pareil. Tu as vu structurer ça? Mais aujourd'hui, c'est pas un problème français. C'est un problème mondial. Tout va très vite. Je veux dire, on voit bien quand il y a une information quelque part, elle arrive dans la seconde de l'autre côté de la planète. Donc et pareil sur les conséquences sur la macroéconomie. Il y a les mêmes problématiques qui s'opèrent maintenant dans un endroit du monde quand il y a une crise. Ça impacte directement. Il y a un impact. Tout est interconnecté, interrelié. Aujourd'hui, je pense que la problématique, il faut la reposer, mais elle appartient aux personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es parent d'un très bon jeune joueur, ta responsabilité en tant que parent, c'est de faire en sorte que ton gamin ou ta gamine, parce que ça s'applique maintenant aussi chez les joueuses, on doit mettre de la sérénité, du calme. On doit lui donner le temps de se construire. On doit le mettre dans un environnement qui est structurant. Déjà en tant qu'homme. Les centres de formation ou femmes, tu vois. Les centres de formation aujourd'hui en France, on parle de la France. Et ils sont structurés pour ça. Ils sont compétents là-dessus. Oui. Non, on a de très très bons formateurs. On a une formation qui est ambitieuse. La formation des entraîneurs est très ambitieuse. Elle est effectivement beaucoup plus lourde que ailleurs dans le monde. Pas beaucoup, mais par rapport à des standards, on fait partie des formations qui sont les plus ambitieuses pour la construction de nos entraîneurs. Et nos entraîneurs, on a quand même de super joueurs depuis des années. Qui font le tour de la planète, qui font le bonheur des grands clubs européens, ou qui font le bonheur de l'équipe nationale aussi. Donc quelque part, ça veut dire que ces joueurs-là, ils sont construits dans des systèmes qui les ont vraiment construits. Mais tout va très vite. Tout va très vite. Tu as un très bon joueur dans un club. Aujourd'hui, pour discuter avec les directeurs de centres de formation, c'est une vraie bagarre pour le garder, parce que c'est la surenchère, c'est toujours plus, c'est toujours un peu... Voilà, donc ça devient compliqué. Les familles qui rentrent plus dans la composante, qui rajoutent cette petite pression. Le problème des familles aujourd'hui... Quand j'ai famille, l'entourage. Voilà, c'est ça. Pour généraliser, j'ai l'entourage. J'ai famille, parce que avant, c'était beaucoup, ça faisait beaucoup, joueurs, agents, famille. Maintenant, tu as joueurs, famille, agents, etc. Et comme tu as dit, je pense que ça crée aussi un moment de confusion pour les jeunes joueurs dans leur manière à se développer. Et beaucoup de pression. Oui, parce que moi, je ne citerai pas le jeune joueur, mais je discutais avec des joueurs qui étaient à Clairefontaine, à l'INF, et certains portent la pression du foyer d'une famille.
sur oui, leurs après, épaules je pense que ça, c'est pas d'aujourd'hui. Je pense que c'est pas d'aujourd'hui, parce que je regardais... À 13 ans. C'est pourquoi je rebondis. 13-14 ans. C'est pourquoi oui. Je dis pas que c'est normal. Non, mais je veux dire, à l'époque, je suis pas sûr qu'à 14 ans, tu pouvais dire que tu allais... Quand tu es déjà, si tu veux, sollicité par des grands clubs, que tu es à 14-15 ans et que tu es sollicité par des grands clubs européens avec des sommes de dingue et tout, sur tes premiers contrats, wow, sur tes épaules, ça pèse quand même. Oui, énormément. Mais par exemple, tu as dû sûrement le voir, ce super reportage à la Clairefontaine, c'est le documentaire. On est dans les années quoi? France 98. France 98. La génération 86, donc ils avaient... Et tu sens, quand ils interviewent des jeunes joueurs à ce moment-là, qui ont aussi, eux aussi, cette petite pression. Et on n'est pas encore dans les années 2000. Oui. Tu vois, donc, est-ce que ça date d'aujourd'hui ou pas? Peut-être c'est... Moi, je pense que c'est tout simplement la mondialisation du foot. Et qu'on sait l'impact le foot qu'il y a dans la société qui fait que, automatiquement, quand les gens ils vont te voir... dans un cadre, que ce soit Clairefontaine dans un centre de formation, ils voient la réussite. Et des fois, c'est ce que je me force à dire à mes proches, c'est pas parce que tu es dans une structure que forcément tu vas réussir, et c'est pas parce que peut-être tu vas pas réussir dans cette structure que tu as raté ta vie. Non, mais après, tu as plein de... Moi, j'en suis l'expérience, typiquement. Moi, je suis pas devenu joueur professionnel à l'Olympique Lyonnais, mais après, par contre, pendant 12 ans, j'ai joué dans des très bons clubs français, et j'ai réussi... à vivre. J'ai fait vivre ma famille. Après, j'ai eu une reconversion professionnelle. Voilà, quelque part, tu fais ton chemin. C'est un peu comme quand tu vas dans un centre de formation, quand tu vas dans un CFA. Tu vois, tu vas apprendre un métier. Ouais, c'est ça. Voilà, tu apprends un métier. Là, tu apprends un métier de footballeur. Après, qu'est-ce que tu vas en faire de ton métier? C'est toi. C'est à toi de jouer ton. Qu'est-ce que tu vas en faire après de tes compétences de joueur? Tu vas en faire quoi? Quand voilà, je veux dire, c'est des questions qu'il s'agit de se poser. Tu vois, par exemple, Thomas, regarde, tu t'intéresses au journalisme, tu joues une carrière intéressante, ambitieuse en plus, avec un bon niveau de jeu, et tu commences à basculer sur des problématiques, j'imagine, de fin de carrière. Il faut anticiper, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, et voilà, en plus, c'est par rapport à, ça tourne autour de quelque chose que j'aime, le foot. En plus, c'est échanger avec des acteurs du foot, parce que un responsable de la DTN, ou un ex-responsable, comme tu veux, c'est toujours intéressant parce que je dirais, les joueurs, c'est rare qu'on ait en contact avec vous, quoi. Donc c'est important de savoir comment ça se passe de l'autre côté, comment c'est, et le pourquoi. Mais tu as parlé de quelque chose, juste revenir sur ce que tu as dit, qui est très intéressant. Tu as dit la mondialisation. Mais aujourd'hui, le driver social, c'est vrai, il est le même pour tous dans le football, il est présent. C'est compétitivité, productivité, rentabilité. Exactement. Quoi que tu fasses. C'est la société qui met comme ça. C'est la société c'est le driver social. Alors on est d'accord, pas d'accord, ça nous va pas, on veut le discuter, sauf que c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est la réalité. Pour autant, ça veut pas dire en connaissant les règles du jeu, tu fais n'importe quoi. Non, tu fais pas n'importe quoi.